شهادة ناتالي باي في مؤتمر كلاس الثاني معا من أجل مواجهة صعوبات التعلم كان إلها وقع مميز عند كل مين سمع النجمة الفرنسية بتتحدث عن طفولتها. Et j'étais dyslexique et je suis encore dyslexique. Ça va mieux. Je bidouille, je m'arrange, mais j'ai encore des problèmes de dyslexie. أخبرت بشفافية كيف تخطت حالة الديسلكسي اللي عانت منها ومين ساعدها لتحويلها حالة نجاح وإبداع حتى أصبحت نجمة السينما والمسرح والتلفزيون الفرنسي وحصدت الجوائز والتقديرات العالمية. Vous êtes qui? Je m'appelle Marie-France. Je travaille avec ton papa. Tu me laisses entrer. Mais c'est quand même curieux de voir sa secrétaire débarquer comme ça à l'improviste, non? Faites le tour de l'immeuble et déposez-moi au même endroit, s'il vous plaît. ناتالي باي كانت الأسبوع الماضي بلبنان مش لافتتاح فيلم أو مهرجان بل لتدعم جمعية كلاس بأهدافها النبيلة هالجانب الإنساني إلى جانب مسيرتها الفنية بهاللقاء الحصري. Bonjour Madame Nathalie Baye, c'est un grand plaisir de vous recevoir à Beyrouth. C'est votre première visite, je comprends. C'est ma première visite. Et en général, quand je viens dans un pays, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours pour parler de cinéma et pour représenter un film ou un festival de cinéma. Or là, je viens au Liban pour le CLES. Et ça m'émeut d'autant plus. C'est une grande cause et vous êtes une très grande actrice française, une star du 7e art, disons. Et vous êtes très appréciée au Liban, on vous aime beaucoup. Mais vous venez ici pour la dyslexie. Et ce que j'ai compris, que vous étiez dyslexique. Comment vous racontez votre parcours aux gens qui vous écoutent maintenant? À vrai dire, de quelque chose qui a été plus un trouble et une difficulté à l'école, où j'arrivais pas à suivre, où j'avais des mauvaises notes, où j'étais quelque part, j'étais en difficulté, j'avais pas confiance en moi, j'en ai fait une force. Parce que j'ai eu deux chances. J'ai eu d'abord la chance d'être dans une école où, à l'époque, quand j'avais 8 ans, la dyslexie n'était absolument pas connue, mais l'école était une école particulièrement en avance et avec quelques personnes qui travaillaient dans cette école qui étaient au courant de la dyslexie et qui ont parlé à mes parents et qui m'ont dirigée vers un monsieur qui s'appelait Monsieur Chassagny, qui est devenu par la suite un des grands pontes de la dyslexie en France et qui m'a donné j'ai suivi des cours, j'ai été soutenue dans ces cours et ça m'a donné des ailes, si vous voulez. J'ai fait des petits exercices avec lui qui sont passés par le plaisir. Il y avait quelque chose de réjouissant et ça m'a mis en confiance. Donc il y a eu cette chance-là et aussi mes parents qui ne se sont pas inquiétés et qui m'ont toujours fait confiance. Mais au début, vous avez opté pour la danse. J'ai opté pour la danse classique et je pense que je dois beaucoup d'abord par cette première discipline qui m'a appris la rigueur, qui m'a appris le sens du travail. J'ai quitté l'école très jeune, à 14 ans, parce que je ne rentrais pas vraiment dans le moule scolaire, en partie à cause de la dyslexie, bien que je la maîtrisais, mais quand même j'ai encore des restes. Et puis ensuite, j'ai quitté la danse carrément plus tard, parce que j'ai découvert le théâtre. Et le théâtre, de jouer la comédie, alors là, ça a été quelque chose qui m'a totalement réconciliée avec les mots, avec la lecture, parce que la notion du plaisir, c'est pour ça que quand on apprend à un enfant dyslexique, on lui donne des méthodes et des outils qui passent par le ludique et par le plaisir, cet enfant, il peut avoir des trésors en lui et les développer et avoir un avenir tout à fait comme les autres, si vous voulez. Donc tout ça a fait que je me suis construit petit à petit et j'ai eu la chance de découvrir, d'avoir un métier qui m'a permis de concilier le plaisir, le travail et de maîtriser ce problème de la dyslexie. Donc ces problèmes de la dyslexie, ça se fixe
Et pas seulement, ça se fixe, on peut devenir une grande star où on a besoin de diction, de parler, de lire, d'apprendre, oui, absolument, de mémorer surtout. Oui, bien sûr, parce que c'est pas. On peut. Je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ont fait des choses dans leur vie assez étonnantes et qui avaient ces problèmes dyslexie ou dyspraxie, etc. Après, ce qu'il faut, c'est avoir les outils pour pouvoir sortir de l'ornière et des difficultés. Et puis, souvent, quand on a des manques, quand il y a des manques, des choses qui empêchent, on développe par ailleurs d'autres choses. Moi, si vous voulez, à l'école, étant donné que j'arrivais pas à rentrer vraiment dans le moule scolaire, je me suis échappée dans le rêve, dans l'imaginaire, et l'imaginaire, ça peut aussi nourrir plein d'autres choses. Et mon imagination, elle m'aide certainement aussi pour mon métier. Et elle peut aider aussi, il y a des écrivains qui ont été dyslexiques, il y a énormément de personnes, et des artistes et des personnes qui ne sont pas du tout artistes et qui ont fait des parcours tout à fait étonnants, avec au début des troubles 10 qui ne les a pas empêchés d'accomplir continuer et de continuer, ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Et de briller. J'ai envie de parler de votre métier, Oui, de votre parcours que je trouve vraiment atypique. Maintenant, on voit que le cinéma français, je ne dirais pas que c'est les belles années ce temps-ci. C'est un peu en détérioration. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec les réalisateurs, les écrivains c'est quoi la différence entre le cinéma français des années 60, 70, 80 et ces jours-là? Mais vous savez, j'ai un peu le sentiment qu'il y a des tas de films qui ne sont pas venus chez vous. Et du reste, je vais en parler à Unifrance et il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une sorte de focus sur le cinéma français. Parce que très honnêtement, actuellement, nous avons aussi des très bons réalisateurs comme Nicole Garcia, Jacques Audiard, Xavier Beauvois, avec qui je tourne actuellement, qui a fait Des hommes et des dieux. Moi, j'avais tourné avec lui Le Petit Lieutenant. J'ai l'impression que tous ces films-là ne sont pas venus ici et donc vous ne les connaissez pas. Il y a vraiment... C'est un problème avec la francophonie, vous pensez? C'est plus Hollywood qui... Oui, je pense que... Et pourtant, le cinéma français est un des cinémas qui s'exporte le plus. Il doit y avoir... Il y a des pays, peut-être que le Liban en fait partie, qui subitement va être plus envahi par le cinéma américain, des blockbusters ou des choses comme Absolument. ça, et un peu moins par le cinéma européen et en particulier par le cinéma français. Parce que très honnêtement, comme toujours, il y a dans tous les domaines, il y a des périodes plus fastes que d'autres, mais très honnêtement, actuellement, on a des très grands réalisateurs. Jacques Audiard est un réalisateur tout à fait exceptionnel. Nicole Garcia fait des choses merveilleuses. Xavier Beauvois fait aussi des films formidables. Enfin, vraiment, il y a du talent en France, il y a du talent aussi en Belgique, il y a vraiment du talent. Mais ce n'est pas un trend international actuellement dans le monde entier, la francophonie, le cinéma français et francophone. Écoutez, parce que ce pays était sous mandat français et on trouve que maintenant... Oui, mais alors, je pense qu'il y a une chose en tout cas qui a changé dans le cinéma français. Moi, quand j'ai commencé, chaque semaine, il y avait à peu près 4 ou 5 films qui sortaient. Maintenant, il peut y en avoir 20 chaque semaine. Bon, bien sûr, il y a des films étrangers. Nous avons des films étrangers qui sortent, mais il y a au moins 12 ou 13 films français. Il y en a qui ne devraient pas exister, qui sont assez moyens. Comme il y a de plus en plus de chaînes de télévision, on fait de plus en plus d'images, et de temps en temps, de plus en plus de productions, et de temps en temps, il y a une espèce de mélange. Quand il y a trop de choses, vous savez, c'est comme une carte de restaurant, quand on est trop pleine, on ne sait plus quoi choisir. Bon, c'est un peu ça. Mais quand même, nous avons encore des très très bons films chez nous, et il faut, je vais en parler aux responsables des Unifrance Film qui véhicule et qui fait connaître les films français à l'étranger. Je vais leur dire, allez au Liban et allez présenter les bons films au Liban, parce que c'est il faut pas c'est pas perdre normal, ces pays. ça. Ah oui, bien sûr, parce que vraiment c'est pas, je suis pas là pour défendre le cinéma français, je suis là pour le classe, mais franchement on a des très bons films actuellement. Mais on peut pas ne pas parler de votre métier. Vous avez commencé en 1970. Oui. Vous avez tourné combien de films? Je sais pas. À mon avis, près de 90, peut-être voire plus.
D'accord. Vous avez eu 4 Césars, c'est ça? Oui. Et beaucoup de nominations, disons. Oui, et puis d'autres prix aussi ailleurs, mais les prix, tout ça, c'est très plaisant, c'est très satisfaisant, ça fait plaisir. Mais ce qui me fait le plus plaisir, si vous voulez, c'est que j'ai la chance de travailler avec des réalisateurs très différents, qu'on me propose des choses très différentes, que ce soit des comédies ou des films sombres. Je travaille aussi pas mal avec des réalisateurs étrangers, comme Xavier Dolan, qui est un réalisateur québécois qui a des prix sans arrêt à Cannes et qui est un extraterrestre tellement il est doué. Je tourne un peu partout et j'ai toujours gardé autant d'appétit pour mon métier et c'est ça qui me réjouit le plus. Parce que les prix, cela dit, comme j'étais dyslexique, j'ai jamais eu de prix à l'école, donc je me suis rattrapée un peu après. C'est bien ça. Mais je voulais savoir, vous tournez toujours, vous travaillez toujours? Ah, toujours. Là, j'ai terminé un film il y a à peu près une dizaine de jours. Non, j'ai même pas terminé un film. C'est un film qui se passe pendant la guerre de 14. Et comme la guerre de 14 a duré 4 ans, il faut 2 saisons. Donc, je le reprends le 21 novembre. Là, je suis en train donc de tourner un film. J'en ai tourné un. Je crois que cette année, j'en ai tourné presque 3. Il y en a un qui était à cheval sur 2 années. Mais vous avez travaillé dans des films où vous étiez l'héroïne. Oui. Et parfois, c'était le second rôle. Oui, mais je peux faire aussi des participations. Ça m'est égal, à partir du moment où le réalisateur est un réalisateur de grande qualité, que j'aime le scénario et que j'aime le rôle, il n'y a pas de grands et de petits rôles. Il y a des bons et des mauvais rôles. C'est très beau ce que vous venez de dire. Voilà. Mais parfois, je sais pas, il y a des acteurs, des actrices surtout, qui n'acceptent pas d'avoir un petit rôle, de n'être pas le centre, le focus. C'est dommage du pour film. eux. C'est dommage. C'est dommage pour eux parce que l'essentiel, c'est d'essayer de participer à un bon film. Ouais. Vous savez, parfois on peut avoir une scène dans un film qui vous apporte des choses extraordinaires par la suite. Et parfois, vous pouvez avoir un premier rôle qui porte tout un film. Le film est assez moyen et il n'y a pas fatalement de répercussions. Ouais. C'est une qualité de rôle. C'est un rôle, sa qualité n'est pas due à la longueur ou à sa présence dans un film. Il est dû à la qualité de ce qu'il véhicule, à l'intensité de la scène. Mais est-ce que aussi c'est un peu être artiste, être actrice et non pas seulement star? Ah bah oui, mais moi, le mot star et tout ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que je suis avant tout, j'ai l'impression presque d'être une aventurière. Ce qui m'intéresse, c'est les rencontres, c'est de travailler avec un réalisateur ou une réalisatrice qui a du talent, avec un bon... La première chose, c'est un très bon scénario, un scénario qui me parle, un scénario qui me touche, un réalisateur qui est en adéquation et en harmonie avec le scénario et qui sera en mesure de le réaliser. Et voilà. Et c'est la rencontre et c'est mon émotion artistique qui va primer. C'est pas en me disant ce film-là va me rapporter de l'argent ou ce film-là va faire de moi une star ou des trucs comme ça. Ça, c'est des mauvais motifs et en général, on fait des carrières qui s'arrêtent vite. D'accord. Voilà. C'est la sincérité, à vrai dire, vous savez, qui fonctionne. On peut parler en toute sincérité aussi de la vie amoureuse, disons. Oui. Oui, c'est possible, la vie personnelle un peu. Vous avez eu beaucoup d'amour, vous parlez de ces amours. Vous avez eu Johnny Hallyday dans votre vie pour 4 ans. Oui, mais c'est le père de ma fille et c'est un homme avec qui je ne vis plus mais qui reste très 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 proche. Ah, vous êtes encore en contact? Vous êtes encore amis? Ah oui, mais moi, les personnes que j'ai aimées restent toujours aussi proches. C'est pas parce que la vie fait qu'on n'est plus ensemble qu'on arrête d'aimer quelqu'un, on l'aime différemment. C'était les années 80, c'est ça, 82 jusqu'à 86. Johnny Hallyday il est toujours d'ailleurs, une très grande star. Il était le rockstar, le seul rockstar français. Oui, oui. Et puis, c'était comment? Il a eu beaucoup d'aventures. Ah oui, mais ça le regarde. Les femmes du monde entier étaient amoureuses de Johnny Hallyday et il était avec Nathalie Baye. C'était comment? Mais c'était une belle histoire d'amour et nous avons fait une fille qui est le bonheur de ma vie et voilà. C'est tout?
Ben oui, Vous je vais êtes pas très vous raconter. brève sur Johnny Hallyday, pourquoi? Ben non, mais parce que je ne vais pas vous raconter ma vie avec Johnny Hallyday. À vrai dire, avant tout, c'est un homme comme les autres. C'est un homme qui est très sensible, qui m'aimait beaucoup et qui est resté très proche. On est resté très proche. Vous avez eu beaucoup de films dans votre vie et beaucoup d'hommes aussi. Ah bah écoutez, est-ce que c'était Hallyday, l'homme de votre vie? Non, c'était quelqu'un d'autre. Ah non, mais je vais pas vous raconter. Mais je vais pas vous raconter Mais toute ma vie. pourquoi? Mais parce que je l'ai jamais raconté. C'est pas maintenant que je vais commencer. Ah, jamais. Vous ne me parlez pas de votre vie personnelle. Non, ma vie privée, déjà, j'ai pas besoin de la raconter. On la raconte pour moi et on raconte souvent n'importe quoi. Ah, d'accord. Donc, mais non. Il vaut pas mieux avoir votre version, comme il raconte n'importe quoi. Oui, mais vous savez, je sais que c'est très à la mode de raconter sa vie et des histoires de pipolade et de gossip et de comme ça. Mais moi, je rentre pas. Je lis pas cette presse-là. Je ne rentre pas là-dedans. J'ai vu les dégâts que ça pouvait faire. Je vois les mensonges qu'on raconte sur des gens que je connais, très connus, et on raconte n'importe quoi. Ouais. Et donc, plus on dit des choses et plus on raconte n'importe quoi. Donc, si on commence à mettre le doigt là-dedans, on est fichu. Donc, mieux vaut laisser faire les choses. De toute façon, on ne les changera pas. J'ai beaucoup de respect pour ça, mais je lisais un peu votre vie. Vos parents étaient peintres, et tous les deux, ce que j'ai compris, vous avez vécu sans interdit, sans tabou. Est-ce que c'est l'impression que j'ai est correcte? Oui, sans interdit et sans tabou, c'est en quelque sorte, mais en même temps, quand mon père me disait, j'ai été élevée avec une phrase qui a été pour moi déterminante. Mon père me dit, on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse à soi. Et ça, je l'ai dit à ma fille, je le dis à tout le monde, c'est la plus belle phrase qu'on puisse donner à un enfant. Parce que de trahir quelqu'un, on n'a pas envie qu'on nous trahisse. De raconter des salades, de mentir, on n'a pas envie qu'on nous mente. D'être égoïste, on n'a pas envie que l'autre soit égoïste. C'est une manière de respecter les choses. Et il n'y a rien de plus négatif, de plus toxique que les rumeurs, que les choses qu'on peut dire et qui se répètent, souvent qui sont fausses. Et quand on est connu, par exemple, ça existe, etc. Et ça fait beaucoup souffrir les gens. Et donc, j'ai jamais envie de rentrer dans les « il paraît que »,« on m'a dit que »,« on dit que ». Les trois quarts du temps, c'est faux. Moi, je connais beaucoup de gens très célèbres. J'ai entendu des choses sur eux. Une fois que je les ai connus intimement, je me suis rendu compte que c'était complètement bidon ce qu'on disait. Donc maintenant, je ne fais pas aux autres et je ne dis pas aux autres que j'aimerais pas qu'on dise sur moi. Parce que moi, j'ai besoin de voir pour croire. Mais ce qu'on me dit, c'est une chose, mais voilà, je fais attention. Ouais. Nathalie Weiss, c'est un grand plaisir de vous avoir à Beyrouth pour la première fois, comme on a dit. Et j'aimerais clôturer avec votre message pour l'audience arabo-libanaise qui vous écoute maintenant. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? D'abord, j'ai envie de leur dire que je viens de découvrir leur pays. Je suis en train de découvrir leur pays. Je vais le découvrir parce que je vais revenir. J'ai toujours entendu toutes mes amies ou les personnes que j'ai connues qui m'ont parlé du Liban ou qui ont connu le Liban m'en parlaient avec enthousiasme. Et je ne sais pas pour quelle raison, parce que je travaille beaucoup, parce que la vie m'a entraînée parfois ailleurs, ou parce que quand je ne travaille pas, j'ai envie de rester aussi un peu chez moi. Mais là, j'ai vraiment envie de découvrir ce pays. Je trouve que les Libanais que j'ai rencontrés sont des gens extrêmement chaleureux, souvent très brillants, et que j'ai envie de leur dire que j'aime leur pays. Voilà. Merci, c'est très gentil. Merci. C'est un honneur d'avoir cette entrevue avec vous et moi je suis une très grande fan. Merci. 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 Allez, au revoir. Merci. Vous êtes d'où? Votre visage me dit rien. De Suisse. Ich Idiot habe ihn damals verlassen und heute verlässt er mich.
الصعوبة اللي تحدثت عنها ناتالي باي بشهادتها بالمؤتمر وبالمقابلة نصائح ومواكبة الأهل والمدرسة، دعم الأخصائيين ومواكبتهم لأهم التفاصيل، مع إضاءة على جمعية كلاس وتعاونها مع وزارة التربية والمدارس الرسمية بعد الفاصل.